Bonjour, bienvenue à ce webinaire portant sur la carte de crédit. Donc, mieux comprendre pour mieux agir et mieux l'utiliser. Mon nom est Caroline Séguin, je travaille pour la CIF de Lanaudière. Alors, la CIF, c'est un organisme à but non lucratif dans la région de Lanaudière. C'est un organisme qui offre essentiellement deux principaux services. Le premier, c'est l'aide aux finances personnelles. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là pour vous aider à apprendre à faire un budget ou encore à réviser un budget. Si, par exemple, vous vivez de l'endettement et que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des paiements en retard, par exemple, on pourrait juste regarder ensemble le budget, voir s'il n'y a pas matière à faire quelques corrections. Ça peut être également, j'en ai parlé, glisser un mot, vous vivez de l'endettement. Donc souvent, quand on vit de l'endettement, on pense tout de suite à la faillite, mais il y a beaucoup d'autres solutions possibles. Donc le travail des conseillères budgétaires à la CIF, c'est de vous informer sur les solutions possibles à l'endettement et de vous accompagner aux besoins dans vos démarches, dépendamment de la solution que vous choisirez. Et nous sommes là également parfois pour aussi donner de l'information sur le crédit. Si par exemple vous avez un projet quelconque, ça pourrait être de partir en appartement ou encore d'acheter une maison, mais on peut des fois se questionner et se demander est-ce que ça, c'est un projet qui est viable avec mon budget, justement? Ou encore, est-ce que j'ai les revenus nécessaires pour réaliser ce projet-là? Donc, c'est des choses que les conseillers budgétaires peuvent regarder avec vous, vous informer sur les différents types de crédits et à ce moment-là, vous accompagner encore une fois aux besoins si vous en avez besoin. Sinon, ben, il y a l'aide aux consommateurs. Donc, c'est consommateurs de biens et de services. En tant que consommateur au Québec, nous avons des droits, mais aussi des obligations. Donc, la CIF est là pour vous donner de l'information. Généralement, souvent, on va plutôt vous aider, vous donner de l'information sur comment faire valoir ses droits au Québec et de l'information sur les différents recours possibles. Juste noter qu'il n'y a pas d'avocat à la CIF, donc on ne pourra pas vous donner de conseils juridiques ni vous accompagner à la cour, mais on pourra au moins vous donner de l'information sur comment faire valoir ses droits ou encore simplement de l'information sur vos obligations et justement vos droits au Québec. Nous avons un autre service au niveau de l'éducation, donc on offre plusieurs ateliers autant pour les finances personnelles que pour la consommation et nous sommes là dans le fond pour informer les gens. Il faut savoir que tous nos services sont gratuits et confidentiels. En terminant, nous avons aussi un site Internet rempli d'informations. Si vous le voulez, je vous invite à aller le consulter. Et je voudrais juste souligner, si vous regardez bien dans le haut, le côté droit de la page, vous avez un onglet Documentation outils. Je vous invite, si vous avez envie de faire par vous-même un budget ou juste de valider un budget ou encore juste regarder un peu où va votre argent, mais à ce moment-là, vous allez trouver sous cet onglet-là, documentation aussi, nos grilles budgétaires à la fois dynamiques et à imprimer. Donc, la grille budgétaire dynamique sur Chiffrier, c'est une grille que vous allez pouvoir télécharger et utiliser avec un logiciel comme Excel. Donc, à ce moment-là, tous les calculs se font presque automatiquement ou sinon, vous avez toujours le loisir aussi de télécharger le fichier pour imprimer les grilles et aller avec un papier puis un crayon. Donc, on va entrer dans le vif du sujet du webinaire qui porte sur la carte de crédit. Donc, comment mieux comprendre ce qu'est une carte de crédit, mais aussi pouvoir comprendre pour mieux utiliser. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous expliquer ce qu'est une carte de crédit, vous expliquer également les états de compte qui viennent avec les cartes de crédit et j'aimerais terminer par un petit mot sur l'endossement lié au dossier de crédit parce que c'est quand même une problématique que l'on voit souvent à la CIF. Donc, pour vous expliquer un peu ce qu'est une carte de crédit, je vais vous demander de faire usage un peu de votre imagination. Alors, imaginez, OK, on imagine tous ensemble que votre enfant a travaillé fort toute l'après-midi pour vous faire un beau tableau qu'on voit ici. Alors, un petit soleil avec un paysage. Et votre enfant vous dit, papa, maman, j'aimerais ça, si c'était possible, de l'accrocher sur mon mur de chambre ou encore sur le mur du salon.
Bref, vous accédez à sa demande, donc vous dites, ben oui, c'est une bonne idée. Et pour l'encourager, vous dites, je vais l'installer. Donc, pour installer le cadre, on a besoin minimalement de clous et d'un marteau. Sauf que là, vous commencez à regarder ce que vous avez à la maison et vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas de marteau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut décider d'aller au magasin, prendre son argent comptant, se rendre à magasin et acheter un marteau. Ça, c'est ce que la plupart des gens vont faire. Mais on peut aussi se rendre compte que, oups, je n'ai pas d'argent comptant sur moi, mon portefeuille est vide, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, on a plusieurs options. Nous avons l'option de demander à un ami, un voisin, un parent, est-ce que ça serait possible d'emprunter ton marteau? Mais évidemment que quand on demande à un parent, un ami, à moins que ce parent et cet ami désirent vous faire un cadeau, il va falloir rendre ce marteau-là. On ne pourra pas l'utiliser à vie. Donc, on peut l'emprunter pour un certain laps de temps, mais le temps passé ou l'utilisation passée du marteau, va falloir le rendre. Donc, quand vous allez avoir terminé de poser le cadre, il faudra penser à remettre le marteau à votre parent, à votre ami ou votre voisin. Une autre option serait de dire, ben, je n'ai pas d'argent comptant sur moi, mais je peux aller au guichet automatique. Donc, dans la colonne de gauche, on va aller chercher de l'argent comptant au guichet automatique à l'aide de notre carte de débit. Et là, se rendre à magasin, acheter un marteau. On peut aussi décider de pas se rendre au guichet automatique, mais plutôt de se rendre directement au magasin et d'utiliser notre carte débit pour acheter un marteau. Donc ça, c'est une autre option qui s'offre à nous. J'en ai une troisième pour vous. Vous pourriez décider d'utiliser la carte de crédit. C'est-à-dire que la carte de crédit, c'est de l'argent qui vous est prêté, comme votre ami pourrait vous prêter son marteau, mais la banque ou l'institution financière va vous prêter de l'argent et tout comme le marteau que vous allez devoir rendre à votre ami, il va falloir rembourser cet argent-là qui vous est prêté. Donc, la carte de crédit, c'est de l'argent que l'on vous prête pour faire un achat, mais c'est de l'argent que vous allez devoir rembourser. Donc, la carte de crédit, là, c'est un peu comme si on demande, dans le fond, de l'argent à une banque ou une institution financière pour, par exemple, un maximum de 500. Vous dites, moi, j'aimerais ça que tu me prêtes de l'argent, maximum 500, j'ai pas besoin de plus, que je vais pouvoir utiliser comme je veux. Donc, dans le fond, c'est comme si on vous donne de l'argent comptant, maximum 500 que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez l'avoir dans votre portefeuille, tout l'utiliser d'un coup ou l'utiliser graduellement. Sauf que, étant donné que c'est de l'argent prêté, un jour ou l'autre, il va falloir le rembourser. Donc, le principe de la carte de crédit, c'est de l'argent emprunté. Donc, pourquoi on fait ça? Mais on va utiliser la carte de crédit pour de différentes façons, dans le fond, pour l'achat soit de biens comme des vêtements, de l'aliment, l'essence ou des biens de consommation comme des électroménagers, de l'électronique, des meubles, etc. Mais ça peut être aussi pour l'achat de services comme le service Internet, le service cellulaire. Donc souvent, quand on s'abonne à un forfait en télécommunication, on va nous demander si on veut faire les paiements par carte de crédit. Donc ça pourrait être un moyen pour lequel on utilise la carte de crédit. Sauf que je vous rappelle, la carte de crédit, c'est de l'argent emprunté. Donc, il va falloir le remettre à l'institution financière qui vous a prêté cet argent-là. La carte débit, c'est la carte qui est reliée à votre compte bancaire. Donc, dès que vous utilisez la carte débit, c'est comme si vous allez piger dans votre compte bancaire directement, ce qui n'est pas le cas avec la carte de crédit. Alors, comment ça fonctionne, la carte de crédit? C'est que là, vous pouvez faire vos achats. Vous allez acheter de l'essence, des aliments à l'épicerie. Vous payez votre compte Internet, par exemple, avec la carte de crédit. Donc, éventuellement, une fois par mois, vous allez recevoir un état de compte et c'est le moment de rendre l'argent qui a été prêté. Donc, quand vous recevez l'état de compte, c'est pour vous dire, combien vous avez emprunté et 2, de vous rappeler de rembourser cet argent-là qui est prêté. Donc, on appelle ça un état de compte qu'on va recevoir une fois par mois.
Alors, je vais vous expliquer l'état de compte. L'état de compte, je viens de vous le dire, c'est un document et son rôle, c'est de vous rappeler que vous avez emprunté de l'argent. C'est de vous rappeler également que c'est le temps de rendre cet argent-là. Alors, la plupart des états de compte seront présentés ou à peu près de la même façon, mais vous avez tous la même information sur l'état de compte. Donc, vous avez en B la date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle il faudra payer votre état de compte si vous ne voulez pas être pénalisé. Donc, après cette date, vous allez être considéré comme étant en retard et vous pourriez avoir des pénalités comme des intérêts supplémentaires à payer pour l'emprunt d'argent. En C, vous avez le nouveau solde courant du compte. Donc, vous avez en C le montant total que vous devez sur ce compte-là. Donc, tout l'ensemble des achats que vous avez faits durant le mois s'y retrouve et c'est le montant total dû. Pour vous expliquer le montant, souvent, vous allez avoir un petit tableau comme D, E et C qui va résumer un petit peu ce que vous avez fait durant votre mois. Donc, en E, vous pourriez avoir un solde précédent. C'est-à-dire que si vous remarquez en A, c'est écrit paiement minimum dû. Donc, C, c'est le total au complet de tous vos achats que vous avez fait durant le mois. Mais A, c'est un paiement minimum dû. Donc, on dit si vous n'arrivez pas à faire le paiement total de C, bien faites au moins le A pour ne pas être pénalisé. Sauf qu'évidemment, vous allez comprendre que si vous faites seulement que le A et non pas le C ici, c'est pas loin, on va arrondir ça à 200 $ et on va arrondir ça à 30 $ pour le paiement minimum. Donc, évidemment que si vous faites juste un paiement de 30 $ sur un paiement de 200, bien évidemment qu'il manque de l'argent. Là. Il vous manque encore 170 $. Donc, ce solde-là pourrait se ramasser en E, qui serait votre solde précédent, plus tous les achats que vous avez faits dans le mois, qui est la ligne suivante. Dans ce cas-ci, la personne avait un solde de 65 et 67 sur son dernier compte. Elle a fait des achats durant le mois qui totalisent 178 et 50. Elle n'a pas fait d'avance d'argent, elle n'a pas eu de frais de crédit sur ses achats non plus. Donc, on additionne le total au complet avec le paiement et tout ça. Donc, on se ramasse avec un nouveau solde de 196 et 46 en C qui se reporte en haut. Donc, la petite partie du bas, c'est vraiment pour vous expliquer le montant du C qui est en haut. Donc, ça, c'est les trois là. A, B, C, c'est les trois choses que vous avez besoin de regarder sur votre état de compte. D'abord, savoir quand est-ce que la date limite pour faire votre paiement. Après ça, quel est le minimum dû si vous n'êtes pas capable de faire le total dû, qui est le C. Donc, A, B, C, c'est les trois éléments qu'il faut principalement regarder sur un état de compte. Après ça, je veux juste vous expliquer le paiement dû et le paiement minimum. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez fait un achat de 1000 $. OK? Donc, vous recevez votre état de compte. À C, ça va être écrit 1000 $. À A, le paiement minimum pourrait être de 50 $, par exemple. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr que si vous payez juste 50 sur le 1000, vous allez avoir une bonne différence encore à payer de 950 $. Donc, on a ici un tableau avec la première colonne, c'est le montant initial dû. On se rend compte que dans les deux cas, on a fait un achat de 1000 $. Dans la deuxième ligne, on voit que le versement mensuel en pourcentage du solde, c'est ce qu'on a décidé, nous, de rembourser. Donc, la deuxième colonne, en fond, le premier 1000, la personne a décidé de rembourser 100% de son compte. Donc, elle a décidé de rembourser 1000 $. Dans la deuxième colonne, la personne a décidé de faire seulement que le paiement minimum requis. Et le paiement minimum requis depuis 2025, il est maintenant de 5%. Alors,
quelqu'un qui décide, la personne A de la première colonne de 1000, décide de faire 100% le versement, ben, elle va payer son 1000 $ en un mois seulement. Alors que la personne qui, elle, décide de mettre juste 5% minimum de son 1000, cette personne-là, malheureusement, ça va lui prendre 6 ans à rembourser le 1000 $ prêté. Et ça, c'est à condition de ne pas faire d'autres achats. Donc, on prend juste le 1000, là, tout simple, juste 1000, on n'ajoute rien d'autre. Donc, ça va prendre 6 ans à une personne à payer si elle fait juste le paiement minimum. Donc, le paiement minimum, effectivement, on ne vous tapera pas sur les doigts, vous ne serez pas en retard, vous n'aurez pas de pénalité. Sauf que vous allez avoir quand même une petite pénalité qui est les intérêts qui peut représenter une grosse somme à la fin. Donc, si on continue dans la quatrième ligne de notre tableau, les frais de crédit. Donc, la personne qui décide de rembourser à 100% son prêt, bien à ce moment-là, elle aura 0% d'intérêt à payer. Sauf qu'une personne qui prend 6 ans pour payer son prêt de 1000 $, au bout de 6 ans, là, elle va avoir payé 441,87 $ en intérêt. Donc, le coût total, finalement, de l'emprunt, du montant emprunté sur la carte de crédit, bien, pour la personne qui rembourse au complet, elle va avoir payé juste 1000 $, ce qui était son achat, tandis que l'autre personne qui avait acheté quelque chose à 1000 $ va finir par payer 1441,87 $. Donc, son achat de 1000 là, devient en réalité un achat de 1441,87 $ si elle ne fait que le paiement minimum. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère de toujours donner au moins plus que le minimum. L'idéal, c'est de toujours rembourser le montant total. Sauf que si vous avez quelques difficultés financières, bien, au moins donner ce que vous pouvez, qui est beaucoup plus que le minimum si vous ne voulez pas prendre autant d'années à rembourser, par exemple, juste 1000 $ et payer autant d'intérêts. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage évidemment à toujours donner le montant total dû sur vos états de compte. Donc, évidemment, il faudra aussi payer à temps pour éviter des frais de crédit et de payer de l'intérêt. Donc, si vous vous souvenez, dans mon état de compte, juste ici, à B, nous avions la date d'échéance. Donc, ça, c'est la date à laquelle il faut absolument que le paiement soit rendu à l'institution financière qui vous a prêté de l'argent au terme du mois qu'elle vous a prêté cet argent-là. Donc, par exemple, OK, on dit que le solde dû est pour le 24 du mois. Alors, dépendamment du moyen que vous allez utiliser pour payer, il faudra prévoir des délais plus ou moins grands. Alors, le premier délai, c'est, par exemple, si vous avez une carte de crédit de la même institution financière que la vôtre. Par exemple, j'ai, par exemple, un compte chez Desjardins et je possède une carte Visa Desjardins. Donc, toutes les deux proviennent de la même institution financière qui est Desjardins. À ce moment-là, j'ai l'option de dire je vais aller au guichet automatique, payer mon compte avec ma carte de débit pour que l'argent soit pris directement de mon compte, ou encore je peux me brancher sur Internet, sur mon institution financière et payer mon compte. Parce que souvent, quand on a la même institution financière que notre carte de crédit, on peut voir nos différents comptes quand on ouvre une session sur notre institution financière. Donc, je pourrais à ce moment-là ouvrir une session à mon institution financière qui est Desjardins et de décider de payer avec mon compte de banque, décider de payer ma carte de crédit. À ce moment-là, quand on fait ce genre de processus-là pour payer notre compte de carte de crédit, on peut prévoir environ 48 heures à l'avance. Donc, c'est toujours bon de se donner quelques heures d'avance pour permettre au système de bien enregistrer notre paiement. Oui, votre paiement va sortir de votre compte immédiatement, mais il ne sera pas nécessairement rendu parce que même si c'est de l'électronique, même si ça se fait via Internet, ce n'est pas instantané. Il faut quand même que ce soit enregistré. C'est pourquoi on vous suggère très fortement de payer facilement 48 heures à l'avance. C'est-à-dire que si votre date due
elle est du 24, il faudra prévoir avoir payé pour le 22, donc 48 heures à l'avance. Si vous décidez de payer par courrier, donc vous recevez votre état de compte, vous dites parfait, je vais faire un chèque, puis je vais envoyer ça à mon institution financière pour payer mon compte. Mais vous savez, comme moi, quand on poste une lettre, bien, ça prend du temps. Si je poste ma lettre à 9 heures le soir, elle ne sera pas ramassée avant le lendemain matin, quand le facteur va venir déposer dans la boîte postale les lettres pour les gens et récupérer celles qui doivent être postées. Donc, après ça, le facteur rentre dans son véhicule, continue à faire toute sa tournée, aller voir les autres boîtes postales. Ça peut peut-être lui prendre, je ne sais pas moi, l'avant-midi au complet ou la journée au complet. Après ça, il va prendre ces sacs-là, ces choses-là qu'il a ramassées, les lettres, dont votre paiement, et va l'amener au bureau de poste. Et là, dépendamment de l'heure à laquelle cette lettre-là arrive au bureau de poste, elle devra être triée pour savoir où est-ce qu'elle s'en va. Est-ce que c'est un compte qui s'en va à Montréal? Est-ce que c'est un compte qui va à Chicoutimi, à Joliette, à Terrebonne, à Québec? Donc, ça va devoir être trié. Et après ça, ben, être acheminé par des camions jusqu'à la ville où se situe votre institution financière pour faire le paiement. Rendu là, évidemment, il y a quelqu'un qui va ramasser le courrier dans la journée, qui va le distribuer aux bonnes personnes, qui vont prendre le temps d'ouvrir. Mais là, il n'y a pas juste votre lettre, hein, dans les courriers, il y en a plusieurs autres. Là. Si tout le monde décide de payer par courrier, ben, ça peut prendre plusieurs bien du temps et plusieurs enveloppes à ouvrir avant d'arriver nécessairement sur la vôtre. Donc, vous voyez le principe. Ça prend du temps, ça prend des gens. Donc, si vous postez votre lettre le vendredi soir, elle ne sera pas ramassée avant le lundi matin. Donc, il faut compter au moins 2 jours avant qu'elle soit ramassée. Et on dit que au Canada, de façon générale, une lettre se rend en... Ben, quand c'est dans la même province, on peut compter 2 à 3 jours. Ça peut être un peu plus long quand on change de province. Donc, il faut laisser du temps. C'est pour ça que nous, on vous recommande très fortement de poster votre chèque 10 jours à l'avance. Donc, dans ce cas-ci, il faut que votre chèque soit posté pour le 14. Et si le 14, c'est un samedi ou un dimanche, bien, arrangez-vous pour le faire le vendredi d'avant. Donc, il faut se laisser du temps pour que votre enveloppe se rende, votre enveloppe soit ouverte et votre paiement enregistré. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous dites, ben, comme moi, par exemple, OK, j'ai un compte bancaire chez Desjardins, mais je possède une carte de crédit Visa CIBC. Donc, CIBC, c'est une autre institution financière. Ça, c'est ma carte de crédit CIBC. Mais je n'ai pas de compte à la banque CIBC. Mon compte, il est chez Desjardins. Donc, moi, quand je reçois mon état de compte de ma carte de crédit, je ne peux pas ouvrir une session chez Desjardins et voir ma carte de crédit CIBC parce que c'est une autre institution financière. Donc, je n'ai pas accès à ça. Donc, je ne peux pas dire je vais prendre l'argent de mon compte Desjardins puis je vais tout simplement le glisser dans mon compte de carte de crédit comme on peut le faire et dire je vais prendre 48 heures quand on a une carte qui provient de la même institution. Donc, moi, dans mon cas à moi, je dois prendre l'argent chez Desjardins et faire le paiement à CIBC. Mais ça aussi, même si c'est par via électronique, les voies électroniques, mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça souvent du courriel, hein? C'est du courrier, mais par Internet. Donc, ça prend aussi un certain délai, là. C'est pas une inscription qui va se faire automatiquement. Donc, ça aussi, pour être certain de faire le paiement à temps, on vous recommande de faire votre paiement 10 jours à l'avance. Dans ce cas-ci, il faut que votre paiement soit fait au plus tard le 14 du même mois pour que ça soit enregistré correctement. Donc, moi, je m'arrange tout le temps pour faire mon paiement de ma carte CIBC 10 jours à l'avance. Comme ça, j'ai l'esprit en paix. Et en plus, l'autre chose, c'est que ça vous donne un jeu. Donc, s'il arrive un pépin, là,
je sais pas moi, ils ont un problème électronique, il y a un piratage quelconque d'une institution financière ou une panne d'électricité générale et que votre demande ne peut pas être euh, traitée, ben à ce moment-là, vous avez quand même un petit jeu. Donc, c'est pour ça que les délais à retenir, je devrais dire, c'est 10 jours ou 48 heures quand on fait affaire avec la même banque que notre institution, ben en fait, la même institution financière que notre carte débit et notre carte de crédit. Sinon, bien, ça c'était pour la carte de crédit, mais il existe d'autres produits de crédit et je vais glisser lentement vers l'endossement. Donc, les autres produits de crédit qui existent, ce sont par exemple des prêts personnels, des prêts automobiles ou des prêts hypothécaires qui vont vous permettre d'acheter une auto ou encore une maison. Il existe d'autres produits de crédit, mais c'est les principaux qu'on va rencontrer. Je vous parle de ça parce que quand on achète un produit à crédit, donc soit par un prêt personnel ou encore une automobile ou un prêt hypothécaire, mais on va voir le créancier et le créancier va nous donner une cote de crédit. Donc, votre cote de crédit, est-ce que se situe dans le rouge, dans l'orange, dans le jaune, dans le vert lime ou dans le vert foncé? Dépendamment de où se situe votre cote, vous pourriez avoir besoin d'un endosseur. Et là, je vais vous expliquer les notions de la cote de crédit avant de parler d'endosseur. Donc, la cote de crédit, là, en gros, là, c'est un chiffre qui vous évalue, vous, comme une personne utilisant le crédit. Parce que ça dit, là, c'est que si, par exemple, je veux acheter une auto, je n'ai pas l'argent cash pour acheter cette auto-là, mais je vais avoir besoin que quelqu'un me prête l'argent. Donc, je vais aller voir une institution financière pour avoir, par exemple, un prêt auto. Donc, l'institution financière a vu savoir, hey, est-ce que Caroline, c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que Caroline, je peux lui prêter l'argent sans avoir peur de jamais voir cet argent-là? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, pour ça, bien, vous avez une cote des crédits. Donc, vous avez un chiffre qui vous est attribué selon vos habitudes de crédit. Alors, évidemment, on cherche tous à avoir une cote de crédit entre 800 et 900. Donc, cette cote de crédit-là, c'est excellent quand vous avez une cote de crédit dans le vert foncé, entre 800 et 900, mais continuez à faire ce que vous faites, vous le faites bien. Et là, la cote de crédit, si vous voulez savoir, c'est possible de voir, de vérifier c'est quoi votre cote. Si vous entrez dans une institution, vous faites une session là, auprès de votre institution financière, vous allez voir dans les menus, vous avez la possibilité de pouvoir voir quelle est votre cote de crédit. Donc, vous cliquez sur cette option-là et ça va vous donner la cote de crédit que vous avez. Donc, entre 720 et 799, votre crédit est très bon. Vous êtes dans le vert lime. Donc, vous devez vous attendre à avoir une variété de choix de crédit. Donc, vous allez pouvoir presque avoir le crédit que vous voulez pour ce que vous voulez acheter. Entre 650 et 719, la cote est considérée bonne auprès des prêteurs parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans le jaune, mais vous pourriez pas être admissible à certains taux d'intérêt préférentiels. Donc, il y a certains taux d'intérêt que les institutions financières vont réserver aux gens qui ont une bonne cote de crédit et donc, vous pourriez peut-être ne pas avoir accès à ça. Donc, faites attention, faites des efforts pour tenter d'améliorer votre cote de crédit. Entre 600 et 49, mais la cote de crédit, elle est raisonnable. Vous êtes dans le orange. Vous avez un historique de remboursement de dette qui serait important de revoir peut-être pour affirmer là, votre responsabilité financière. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu quelques retards qui ont qui ont nui à votre cote de crédit. Donc, il faudrait juste, il est toujours temps de se reprendre en main et de remonter sa cote de crédit. Par contre, si vous avez une cote de crédit entre 300 et 599, mais là, vraiment, vous avez du travail à faire et c'est là que l'on dit que si vous voulez, par exemple, vous acheter une auto et que vous avez une cote de crédit dans le rouge, peut-être des fois même le orange, vous pourriez avoir besoin d'un endosseur. Un endosseur, ce que c'est, mais en fait, c'est quelqu'un qui va vous aider. Alors, quand on magasine du crédit
Par exemple, je veux acheter une auto et je n'ai pas l'argent comptant, je vais aller voir l'institution financière et je vais lui demander s'ils acceptent de me prêter l'argent pour payer l'auto, que je vais rembourser. Si ma cote de crédit n'est pas bonne, bien, l'institution financière va me dire, bien, j'aimerais ça que quelqu'un se porte garant de ton crédit. C'est-à-dire que j'aimerais ça que tu me nommes une personne que si jamais tu n'arrives pas à faire le paiement total dû, bien, cette personne-là va le faire à ta place. Donc, je pourrais demander, par exemple, à ma sœur, à ma mère, à un membre de ma famille, un voisin aussi, là, je pourrais demander ça, de dire, est-ce que tu te portes garant? Est-ce que tu veux dire à mon institution financière que je suis quelqu'un de fiable? Donc là, n'importe qui va dire, ben oui, pourquoi pas? Tu sais, je vais t'aider, voyons, je vais leur dire, moi, que tu es quelqu'un de fiable. Sauf que, quand vous faites ça, vous endossez un prêt. Donc, faites pas juste dire à la personne, oui, oui, moi, je la connais, je sais qu'elle est capable de rembourser à temps. Vous dites à l'institution financière, je te garantis que c'est une personne qui peut rembourser, puis je suis tellement certain ou certaine de ça que si jamais elle ne les fait pas, les paiements, là, ben moi, je vais les faire à sa place. Donc, c'est ça, endosser. Endosser, là, c'est dire, si la personne ne paye pas, je vais le faire, moi. Donc, c'est devenir 100% responsable de 100% du prêt. Donc, est-ce que vous êtes capable de vous permettre ça? Donc, endosser un parent, un ami, un voisin, c'est être 100% responsable de 100% du prêt. Mais en plus de ça, c'est que si vous-même, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'un prêt, bien, quand on va regarder la situation, on va vous dire, mais si par exemple, là, je ne sais pas, moi, vous m'avez endossé pour un achat d'une auto de 10 000, OK? Donc, ça, vous aviez dit à la banque, faites-vous-en pas, si Caroline ne paye pas, moi, je vais payer à sa place. Donc, si vous, après ça, vous voulez vous-même aller vous chercher une auto de, mettons, 20 000, bien, à ce moment-là, le créancier va regarder, il va dire, oh, vous avez déjà un prêt de 10 000. Là, vous allez, mais non, c'est pas moi qui ai le prêt, c'est Caroline. Non, vous avez un prêt de 10 000 parce que vous êtes 100% responsable. Donc, on a mis dans votre dossier de crédit une mention comme quoi que vous avez la possibilité de devoir payer 10 000 à quelqu'un parce que vous avez accepté de payer à la place d'une personne si jamais la personne ne le fait pas. Donc, en partant, on regarde votre dossier puis on dit que vous avez un prêt de 10 000, même si ce n'est pas vraiment vous qui l'avez. Donc, ça a un impact sur votre capacité de pouvoir avoir de l'argent et ça a un impact aussi sur votre dossier de crédit parce que votre dossier de crédit, on va voir que vous avez un prêt même si ce n'est pas vraiment vous qui l'avez. Donc, une autre chose aussi, c'est que si éventuellement la personne décide de vendre l'auto, mettons que moi je décide de vendre l'auto parce que j'arrive difficilement à faire mes paiements, bien, si jamais vous avez endossé mon prêt, puis que la banque vous réclame un montant de paiement et que moi, je vends l'auto, mais c'est moi qui ai l'argent, pas vous, là. Donc, tu sais, vous ne ferez pas de gain sur la vente de mon auto. Et l'autre chose, c'est vous allez devoir faire un suivi, là, s'assurer de votre côté, votre devoir, c'est de s'assurer que moi, je fais bien les paiements. Donc, il va falloir me poser des questions, être sûr que je fais mes paiements, vouloir voir des preuves. Puis ça peut avoir, ça, des conséquences sur la relation. Donc, il faut faire attention à ça. C'est des choses à penser quand vous endossez quelqu'un, parce que dans le fond, là, quand vous endossez quelqu'un, là, vous prenez sa personnalité, vous devenez des jumeaux. Donc, ce qui arrive à un, ça arrive à l'autre. Donc, si moi, j'ai un prêt de 10 000 à la banque et je vous demande de l'endosser, bien, vous aussi, vous avez un prêt de 10 000 au cas où moi, je ne ferai pas mes paiements, ce qui vient impacter, comme je l'ai dit précédemment, votre dossier de crédit. Si je fais un paiement, ben vous aussi, vous avez fait un paiement. Puis si j'ai du retard, ben moi, vous aussi, vous allez avoir du retard. Donc, c'est très, très important. Si vous endossez quelqu'un, vous devez être prêt à payer ce prêt. La cote de crédit pour déterminer si vous avez besoin d'un endosseur ou pas, ça se fait auprès de deux principales agences. En fait, il y a deux agences au Canada qui font ça. C'est TransUnion et Equifax. Donc,
Je vais vous donner quelques notions sur votre dossier de crédit juste pour vous aider à le comprendre. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet à l'onglet Documentation outils. Vous allez voir, nous avons un lien qui vous permet de consulter gratuitement une fois par mois votre dossier de crédit, autant chez TransUnion que chez Equifax. Quand vous allez regarder votre dossier de crédit, vous allez voir des chiffres et des lettres. Donc, pour bien comprendre ce qu'est le dossier de crédit, c'est que le prêteur va communiquer avec TransUnion ou Equifax pour connaître votre comportement et savoir aussi quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous faites vos paiements régulièrement? Est-ce que vous avez des retards? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Donc, la lettre R, c'est le type de crédit que vous allez utiliser. Est-ce que c'est un crédit qui est renouvelable? Donc, comme par exemple une carte de crédit. Donc, dans mon exemple, tantôt, je disais une carte de crédit de maximum 500 $. Donc, si vous utilisez le 500 $ au complet que vous remboursez, vous allez pouvoir réemprunter encore une fois jusqu'à un maximum. Dans ce cas-ci, le plafond est de 500 $. Donc, ça, c'est la lettre R qui signifie ce type de crédit-là qui est renouvelable comme une carte de crédit. La lettre I, c'est un crédit à tempérament. Donc, vous empruntez pour une durée de temps limitée et vous faites des remboursements régulièrement, soit une fois par semaine, soit par 2 semaines, soit une fois par mois. Un exemple de ça, c'est un prêt automobile. Donc, vous achetez, ou encore, ça pourrait être un cellulaire que vous avez acheté à tempérament. Donc, le cellulaire valait, par exemple, 1500 $. Vous n'avez pas donné le 1500 $ d'un coup. Vous allez plutôt payer tant par mois, donc, ou tant par semaine, ou tant par 2 semaines. Donc, quand les versements sont réguliers et égaux, on parle d'un prêt, d'un crédit à tempérament. La lettre O signifie un crédit ouvert. Donc, c'est un montant qui est disponible dans votre compte, puis vous avez la possibilité d'utiliser soit une partie du montant ou tout le montant complet. Puis seul ce qui a été pris va compter pour les intérêts. Donc, l'exemple parfait, c'est une marge de crédit. Une marge de crédit, c'est qu'on dit, si jamais vous avez besoin, on vous offre une pochette d'argent pour un maximum X. Et là, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette marge de crédit-là. Si, par exemple, la marge de crédit, elle est de 10 000 $, ben, vous pouvez décider d'emprunter 100, remettre 50. C'est sûr que vous allez avoir des intérêts qui vont être sur l'emprunt que vous avez fait, mais ça va être juste sur l'emprunt que vous avez fait dans ce cadre-là. Sinon, ben, vous avez l'emprunt hypothécaire. Donc, quand on achète une maison, c'est probablement peut-être pour ça que c'est représenté par la lettre M. Donc, quand on achète une maison, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens. Là, la moyenne des maisons, je pense qu'au Québec, c'est aux alentours de 4 à 600 000 $. Là. Donc, on n'a pas les moyens de payer ça cash d'un coup. Donc, on va faire un emprunt hypothécaire qui est représenté par la lettre M. Après ça vient des chiffres. Les chiffres, eux, ben, c'est une interprétation du dossier. Donc, 0, on va dire que le dossier est trop nouveau pour être classé. Donc, ça ne fait pas assez longtemps que vous utilisez votre crédit pour être capable de vous évaluer. Donc, les jeunes étudiants qui commencent dans la vie avec une carte de crédit ou encore les nouveaux arrivants qui reçoivent une carte de crédit, souvent, on va avoir la lettre O. Donc, on aurait le R pour le type de paiement. Là, si on retourne en arrière, R, c'est du crédit renouvelable. Donc, une carte de crédit, par exemple, porterait la lettre R et suivie de O pour indiquer que la personne a du crédit variable, mais ça fait pas assez longtemps qu'elle le possède, on ne peut pas évaluer. Un, c'est que la personne paye à moins de 30 jours, donc vous payez à échéance tout le temps. Donc, vous êtes en règle, vous suivez nos recommandations de 10 jours ou de 48 heures, vous êtes à temps. La lettre 2 signifie que le remboursement est effectué en retard, normalement entre 31 et 59 jours. Ainsi de suite, on continue. 3, c'est un retard entre 60 et 89 jours. 4, 90 à 119 jours. 5, un remboursement effectué en retard de plus de 120 jours. Donc, ça, c'est, par exemple, vous avez une carte de crédit, on pourrait avoir un R6, un R5, un R2, un R4. Ça pourrait être un R6, mais un R6, ça serait que vous n'utilisez pas votre carte de crédit. Donc, vous l'avez,
mais vous ne l'utilisez jamais. Donc, ça sera noté par R6 dans votre dossier de crédit. Le 7, c'est que c'est un remboursement régulier conformément à une consolidation de dette. Donc, ça peut arriver que vous avez fait soit une proposition au consommateur, un dépôt volontaire, une proposition, etc. Ça, c'est une des solutions aux dettes. Donc, quand on a des dettes qui sont trop grandes pour notre capacité je dirais peut-être pas trop grande pour la capacité de remboursement, mais trop grande pour nous. Mais à ce moment-là, des fois, ça peut arriver que dans les solutions proposées, votre institution financière, par exemple, pourrait dire, ben, on va mettre toutes vos dettes ensemble. Vous allez avoir juste un paiement à faire au lieu de faire plusieurs paiements minimum. On va vous donner la possibilité de faire, par exemple, un paiement minimum pour un montant X qui regroupe, par exemple, toutes vos dettes. Donc ça serait le genre pour y avoir un R7, donc plusieurs cartes de crédit qui ont été mises ensemble. 8, ben, c'est que là, vous faites partie, vous avez été saisi ou encore vous avez eu une reprise de biens. Et 9, ben, c'est parce que vous auriez fait faillite. Une agence de recouvrement ou vous avez été radié par le créancier pour des motifs là, de mauvaise gestion de vos dettes. Donc ça, on ne veut pas ça. Là. On veut un chiffre qui soit le plus près possible là, du 0. Donc ça, c'est des notions. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, là, mais je vous donnais l'information juste à titre justement d'information si ça vous tente de comprendre les lettres et les chiffres qui seront dans votre dossier de crédit. La question, c'est qui peut consulter le dossier de crédit? Bien, un dossier de crédit, souvent, ça va être demandé pour connaître les antécédents du crédit, donc savoir est-ce qu'on peut vous faire confiance ou pas. Ça va être souvent demandé par des compagnies d'assurance ou n'importe quel créancier à qui vous empruntez de l'argent. Il y a plusieurs propriétaires, malheureusement, qui demandent aussi le dossier de crédit. Ce que les associations de consommateurs ne sont pas d'accord, dont la CEF, parce qu'on se dit que c'est pas parce que quelqu'un a un mauvais dossier de crédit que ça veut dire qu'il ne paiera pas son loyer. Une personne peut, dans sa tête, dire, moi, mes priorités, c'est le loyer, l'électricité, l'alimentation. Le reste, oui, ça se peut que je sois en retard, oui, ça se peut que je ne paye pas, mais ça, c'est certain que je vais le payer. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne information pour le loyer, entre autres. Sauf que vous devez savoir que pour consulter un dossier de crédit, mais ça prend votre permission. Personne ne peut consulter un dossier de crédit à moins que vous ayez donné cette autorisation-là pour le consulter. Fait que souvent, ça va se faire dans le cadre où vous demandez un prêt ou une carte de crédit. Donc, souvent, on va signer, puis il faut juste faire attention. Des fois, on va s'informer auprès d'un concessionnaire automobile pour avoir de l'information sur un véhicule qu'on désire acheter. Et là, ils vont des fois, sous un prétexte X, vous faire signer une autorisation de consultation du dossier de crédit. Donc, il faut faire attention avec ça. Lisez bien ce que vous signez. Donc, pourquoi est-ce que le dossier de crédit va être demandé? Ben, que vous pourriez aller sur les liens que je vous ai suggérés tantôt. Bien, vous pourriez aller voir votre dossier de crédit pour connaître les antécédents. Donc, voir s'il n'y a pas d'erreur. Est-ce que tous les crédits que vous avez sont bien inscrits? Est-ce qu'il n'y a pas un crédit, par exemple, vous avez remboursé un prêt auto, puis c'est encore écrit comme étant actif? Bien, à ce moment-là, vous vérifiez pour faire corriger ces erreurs-là. Puis aussi, bien, être sûr que vous ne serez pas pénalisé par une carte de crédit qui serait mauvaise à cause des erreurs. Donc voilà ce qui complète ce webinaire sur la carte de crédit essentiellement. J'espère que vous avez retenu au moins cette information-là sur la carte de crédit. Le restant, c'était du bonus que je vous donnais pour être capable de mieux comprendre pourquoi des fois on demande une carte de crédit, on est refusé, bien parce que probablement que notre cote de crédit n'est pas bonne. Et je voulais surtout aussi faire la mention, je voulais pas ne pas vous le dire, que si vous endossez quelqu'un, bien, ça veut dire que vous êtes prête à payer le prêt de la personne. Donc, ça conclut le webinaire qui vous a été offert par la CEF de la Naudière avec nos coordonnées qui sont ici, mais
Une dernière petite chose que je me dois de vous mentionner, c'est que si on a pu vous offrir ce webinaire-là, l'enregistrer et vous le présenter, c'est avec la participation financière de l'Office de la protection du consommateur, qui est un organisme dédié à la protection du consommateur. Donc, si vous avez un problème quelconque avec un commerçant, vous pouvez également contacter l'Office de la protection du consommateur pour avoir des renseignements et savoir, entre autres, un exemple, comment faire valoir vos droits. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine.